Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe qui me rend fou. Prenez un adolescent qui apprend à conduire. En gros, au bout d'une vingtaine d'heures de leçons, il sait se débrouiller au milieu du trafic, anticiper les piétons et éviter les accidents. C'est vrai. Et pourtant, ce même adolescent a probablement le cerveau encore en plein développement. Exactement. Et de l'autre côté, on a les entreprises technologiques les plus riches du monde. Elles entraînent des voitures autonomes avec des millions d'heures de vidéos, des simulations infinies. Et pourtant, ces systèmes paniquent encore face à un sac plastique qui vole sur l'autoroute. Pourquoi notre IA la plus avancée est-elle moins douée qu'un ado stressé de 16 ans? C'est la question centrale qui empêche de dormir l'un des pères fondateurs de l'IA moderne, Yann LeCoin. Dans son document visionnaire intitulé Une voie vers l'intelligence machine autonome, publié en juin 2022, il propose une toute nouvelle architecture pour repenser la façon dont les machines apprennent. Et c'est exactement ce qu'on va déconstruire aujourd'hui. On va parler de modèle du monde, d'une architecture mystérieuse appelée JEPA, et on va voir pourquoi rajouter simplement des serveurs géants ne suffira pas à créer une vraie intelligence. Accrochez vos ceintures, car on va littéralement plonger dans le cerveau de l'IA du futur. Alors commençons par le début. Quel est le problème fondamental avec les IA actuelles, comme les LLM qui écrivent des textes ou les algorithmes qui pilotent des voitures? Le problème, c'est l'absence de bon sens. Les systèmes actuels apprennent par la force brute. Si vous prenez l'apprentissage par renforcement, qui est très utilisé en robotique, la machine apprend en faisant des erreurs. C'est un peu comme si, pour apprendre que le feu brume, l'IA devait mettre la main dans les flammes 10 000 fois. Alors que le fameux adolescent dont on parlait tout à l'heure, il n'a pas besoin de percuter 50 platonnes pour comprendre que foncer dans un arbre, c'est une très mauvaise idée. Voilà, et c'est là que j'introduis notre analogie filet du jour. Imagine que ton cerveau est un simulateur de vol ultra perfectionné. Avant même de tourner le volant de ta voiture, ton simulateur interne a déjà projeté la trajectoire, calculé que la route est glissante et prédit que le vélo devant toi va peut-être s'écarter. Yann LeCoin appelle cela un modèle du monde. J'adore cette image de simulateur interne, et si je comprends bien le texte, c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une première citation de Yann LeCoin tirée du document. Il écrit texto. Comment est-il possible pour un adolescent d'apprendre à conduire une voiture en environ 20 heures de pratique et pour des enfants d'apprendre le langage avec ce qui équivaut à une petite exposition? C'est fascinant car cela met le doigt sur l'incroyable efficacité des animaux et des humains. Dès les premiers mois de notre vie, nous absorbons des concepts physiques fondamentaux juste en observant le monde. On comprend la gravité, la permanence des objets, le fait qu'un objet caché derrière un autre existe toujours. Donc notre cerveau construit ce simulateur de vol en regardant simplement comment le monde se comporte. Et comment Yann LeCun propose-t-il de donner ce simulateur aux machines? C'est là qu'il introduit une architecture nommée GEPA, ça s'écrit JEPA, pour architecture prédictive à plongement conjoint. Ne prenez pas peur face au jargon, on va utiliser la technique de Richard Feynman pour le rendre limpide. Je t'écoute, fais-moi rêver avec une métaphore bien sentie. Imagine que tu regardes une vidéo d'une voiture qui roule sur une route de campagne bordée d'arbres. Si je te demande de fermer les yeux et de prédire ce qui va se passer dans les 3 prochaines secondes, que fait ton cerveau? Eh bien, je vais imaginer la voiture avancer sur la route, peut-être tourner s'il y a un virage. Exactement. Mais est-ce que ton cerveau a prédit le mouvement exact de chaque feuille sur chaque arbre à cause du vent? Est-ce que tu as calculé le reflet précis du soleil sur chaque gravier de la route? Ah non, pas du tout. Je m'en fiche des feuilles ou des graviers. Je me concentre juste sur la voiture et la route. C'est la clé absolue du GEPA. Les modèles IA traditionnels, qu'on appelle modèles génératifs, essaient de prédire le futur pixel par pixel. Ils essayent de dessiner chaque feuille de l'arbre dans le futur. C'est un gaspillage d'énergie colossal et c'est voué à l'échec. Car le vent est imprévisible. C'est vrai, c'est impossible de prévoir comment chaque feuille va bouger, c'est trop chaotique. Le GEPA, lui, ne prédit pas l'image exacte du futur. Il compresse l'image du présent pour en extraire l'essence. L'essence, c'est l'objet voiture et l'objet route. Ensuite, il prédit l'essence du futur. Il fait ses prédictions dans un espace abstrait, ce que LeCun appelle l'espace de représentation. Mais c'est brillant! C'est exactement comme ça que je fonctionne. D'ailleurs, j'ai sélectionné une deuxième citation qui résonne parfaitement avec ce que tu viens de dire. LeCun écrit « L'avantage principal du GEPA est qu'il effectue des prédictions dans l'espace de représentation, évitant le besoin de prédire chaque détail de la cible. » Tout à fait. En éliminant les détails non pertinents, l'IA peut se concentrer sur ce qui est prévisible et important, et c'est ce qui va lui permettre de planifier des actions complexes sur le long terme.
Attendez, si je comprends bien, on passe d'une machine qui essaye bêtement de peindre une toile hyper réaliste du futur à une machine qui fait un croquis schématique des événements cruciaux. C'est la meilleure analogie possible. Et pour aller plus loin, Lequin propose le HGPA, la version hiérarchique. Le simulateur fait des croquis à différentes échelles de temps et d'abstraction. Comment ça, différentes échelles? Donne-moi un exemple de la vie courante. Reprends ton trajet en voiture. Au niveau le plus bas, ton simulateur interne gère les millisecondes, la pression exacte de ton pied sur la pédale de frein, les micro-corrections du volant. Mais au niveau le plus abstrait, ton simulateur planifie sur 1 heure. Il dit que tu dois conduire de ta maison jusqu'à ton bureau à Paris. Et dans ce plan global, je me fiche complètement de savoir à quel moment précis je vais passer la 3e vitesse. Le but abstrait, c'est d'arriver au bureau. Exactement. Et c'est là que l'architecture de Lequin devient magique. Le niveau abstrait donne des sous-objectifs au niveau inférieur. Le grand chef dit « va au bureau », le sous-chef dit « prends l'autoroute », et l'ouvrier tout en bas dit « tourne le volant de 5 degrés à droite pour rester dans la voie ». C'est une véritable hiérarchie d'entreprise dans le cerveau de l'IA. Mais alors, si notre IA a ce superbe simulateur, comment décide-t-elle de ce qui est bien ou mal? Qu'est-ce qui la motive à agir? C'est le rôle de ce que Lequin appelle le module de coût. C'est l'équivalent de nos émotions humaines. Ce module de coût mesure le niveau d'inconfort de l'agent et produit une énergie que l'IA veut toujours minimiser. Des émotions. Tu veux dire que la machine peut ressentir de la douleur ou de la faim? Pas au sens biologique, bien sûr. Mais structurellement, c'est identique. Le module de coût intrinsèque est câblé en dur. Si la batterie du robot est faible, le coût grimpe, c'est la faim. S'il s'approche d'une chaleur extrême, le coût explose, c'est la douleur. L'IA va utiliser son simulateur JEPA pour imaginer des séquences d'actions et choisir celle qui maintient ce coût au plus bas niveau possible. D'accord, c'est fascinant. Avant de plonger dans les limites de tout ça, j'ai une 3e citation cruciale. Lequin critique directement les approches actuelles. Il écrit « Un système de conduite autonome pour voiture peut nécessiter des milliers d'essais d'apprentissage par renforcement pour apprendre que conduire trop vite dans un virage entraînera un mauvais résultat. » C'est tout le cœur de son combat. L'apprentissage par renforcement pur, où l'IA apprend par essai et erreur, est un cul-de-sac pour le monde réel, car les erreurs dans le monde réel coûtent cher et sont dangereuses. L'approche LLM, basée uniquement sur le texte, ne fonctionne pas non plus pour comprendre la physique du monde. Lequin le dit clairement, ajouter des milliards de paramètres à un LLM ne suffira pas. Du coup, passons à la nuance. Sur le papier, ce simulateur de vol JEPA, avec ses émotions mathématiques, a l'air génial. Mais y a-t-il des limites? Pourquoi on n'a pas déjà des robots comme ça partout dans nos rues? L'un des plus grands challenges techniques mentionnés dans le papier est ce qu'on appelle l'effondrement de l'énergie. L'effondrement de l'énergie. Ça sonne comme un mauvais film de science-fiction. C'est quoi exactement? Rappelle-toi comment le GEPA ignore les détails inutiles pour extraire l'essence du monde. Le danger, c'est qu'il devienne paresseux. Si on ne le contraint pas correctement, l'IA pourrait décider d'ignorer absolument tout. Elle pourrait dire que tout est toujours identique, et boum, toutes ses prédictions sont justes parce qu'elle a réduit le monde à une seule image vide. Ah, comme un étudiant qui écrit une réponse tellement vague à un examen que le professeur ne peut techniquement pas dire que c'est faux. Exactement. Pour éviter ça, Lequin propose des méthodes mathématiques non contrastives très complexes comme VICREG pour forcer l'IA à conserver un maximum d'informations utiles. Mais c'est extrêmement difficile à régler en pratique. Il y a autre chose qui me chiffonne. Dans son architecture, il mentionne un module appelé le configurateur. Mais ça a l'air d'être un peu la boîte noire magique de son modèle, non? Tu as mis le doigt sur la plus grande faiblesse actuelle du papier. Lequin lui-même admet à la toute fin du document que le configurateur est mystérieux. Ce module est censé agir comme le grand patron, celui qui fixe les sous-objectifs et configure le simulateur pour la tâche en cours. En gros, c'est l'équivalent de notre attention consciente. C'est lui qui me dit d'arrêter de rêver et de me concentrer sur l'enregistrement de ce podcast. Oui, et c'est ce qui nous permet de ne pas avoir besoin d'un cerveau différent pour jouer au tennis et pour faire la cuisine. On utilise le même moteur de base, configuré différemment. Mais comment programmer mathématiquement ce configurateur pour qu'il décompose tout seul une tâche complexe en une série d'étapes logiques? Ça reste une question ouverte majeure de la recherche. Waouh, on a fait un sacré voyage! Si je dois résumer pour nos auditeurs, voici les 3 points essentiels à retenir. 1. Les IA actuelles sont bloquées car elles n'ont pas de bon sens et apprennent par la force brute. C'est tout à fait ça. 2. La solution de Yann Lequin, l'architecture JEPA, propose de donner aux machines un modèle du monde.
un vrai simulateur de vol interne qui prédit des croquis abstraits du futur au lieu d'essayer de deviner chaque grain de sable, parfaitement résumé. Et 3. Même si le concept est révolutionnaire, il reste des immenses défis mathématiques pour empêcher cette IA de devenir paresseuse et surtout pour construire ce fameux chef d'orchestre, le configurateur. C'est le résumé parfait. Et pour conclure sur une note d'ouverture, pensez à l'implication philosophique de ce modèle. Si Lequin a raison, cela signifie que la véritable conscience artificielle ne naîtra pas d'une machine qui parle dans un LLM abstrait. Elle naîtra d'où alors ? Elle émergera d'une machine qui observe le monde physique, qui tente de le prédire et qui ajuste son comportement pour éviter la douleur virtuelle de ses propres erreurs. En fait, pour devenir vraiment intelligent, il faut peut-être d'abord apprendre à exister dans la réalité. Sur cette magnifique réflexion, merci beaucoup de nous avoir éclairés aujourd'hui. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager ce podcast si votre simulateur interne a prédit que vos amis allaient l'aimer. À très vite.